Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Check-up Santé. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à ce fléau auquel tous les parents doivent faire face, l'invasion des écrans dans nos vies et en particulier dans celle de nos enfants. Et les publications sur ce sujet ne tarissent pas, toujours plus anxiogènes. Ces écrans détruiraient le cerveau de nos enfants. Alors que faut-il faire ? Rester passif ? Sûrement pas. Les contraindre, les limiter semble être la bonne solution, mais comment s'y prendre sans donner lieu à de véritables crises à la maison, car il s'agit bel et bien d'une addiction. Pour nous en parler, je suis aux côtés de Mickaël Larare, pédopsychiatre à Tel Aviv. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors Mickaël, la multiplication des écrans engendre une décérébration à grande échelle. Lancée le 23 octobre dernier, Michel Desmurger, directeur d'études au CNRS et auteur du livre « La fabrique du crétin digital », dans une interview publiée dans Le Monde. C'est également peu ou prou la conclusion d'une nouvelle étude parue dans le journal JAMA Pediatrics le 4 novembre qui indique que le temps passé sur les smartphones, télévision et autres jeux vidéo modifie la structure du cerveau des enfants. Alors vous, en tant que pédopsychiatre, observez-vous les ravages de cette utilisation ? On parle beaucoup de retard de langage notamment. Alors, heureusement qu'on n'est pas face à une décérébration et heureusement que ce sont quand même des propos alarmistes qu'il faut modérer. Bien sûr qu'il y a des complications nettes et notables chez les enfants liées à une utilisation excessive des écrans. C'est à plusieurs registres. La première chose, c'est que les enfants vont aller facilement vers ce qui est le plus amusant, donc qui est le plus attrayant, qui stimule le plus mes sens, et effectivement, ils vont vouloir soit jouer avec quelqu'un, et quand on ne peut pas jouer avec eux, ils vont vouloir qu'un être virtuel joue avec eux. Il leur envoie de l'excitation, des stimuli en permanence, etc. Donc, on ne s'ennuie pas devant un écran. Mais du coup, dès le plus jeune âge, en fait, cela concerne les enfants dès le plus jeune âge. Absolument. Qui finalement se livrent plus à leur jeu personnel imaginaire. Voilà, c'est exactement ça le problème. C'est-à-dire que l'écran en lui-même, dans une dose raisonnable, d'1 heure par jour, ou quelque chose comme ça, et dans son contenu qui serait adapté à l'âge, l'écran en lui-même ne pose pas de problème majeur. Même, on peut même dire qu'il ne pose pas de problème et qu'il y a même beaucoup d'intérêt parce qu'il y a un accès à des choses qu'avant les enfants n'avaient pas. Mais un accès aussi positif à du savoir. Mais l'excès d'écran, le fait que l'enfant aime tellement ça et que l'écran soit tellement plus puissant, tellement plus attrayant que les Lego, que les Playmobil ou que le jeu à la dinette où on va faire semblant, etc. Ces jeux-là, ça pose un problème sur le plan du développement psychologique. Pourquoi ? Parce que ces jeux-là sont les jeux fonctionnels, puis les jeux de faire semblant, puis les jeux imaginaires, sont des étapes du développement psychique. Un enfant a besoin de passer par ces étapes pour tout bien construire. Par exemple, le jeu imaginaire. Nos enfants vont prendre des personnages, des Playmobil, des choses comme ça, ils vont inventer une histoire. En inventant une histoire, ils vont développer au fur et à mesure leur imagination. Ils vont développer aussi ce qu'on appelle le symbolisme, c'est-à-dire qu'un petit truc en plastique, ça va être mon père, ou ça va être une voiture, ou ça va être un objet de l'espace que je viens d'inventer. C'est ce qu'on appelle donc symboliser, c'est-à-dire qu'avec un objet, je lui donne un sens plus profond, d'accord ? Et donc ça, c'est la base pour apprendre à parler, c'est la base pour faire des maths. Quand on parle ou qu'on lit, on voit des mots, on voit les lettres même parfois dans notre tête. Quand on fait des maths, on voit le 2, on voit le 5, on les additionne, on les voit, on les sent. Et ça, c'est-à-dire qu'on joue avec des symboles dans notre tête. L'enfant qui n'a pas construit suffisamment bien ces symboles va être en difficulté dans les apprentissages. L'enfant qui est en fait juste sur la perception immédiate, il n'a en tête que ce qu'il voit. Alors il ne va pas pouvoir tellement développer l'imaginaire, il ne va pas pouvoir tellement accrocher à certains apprentissages autour du langage et autour des mathématiques. Donc ce plaisir est coupable. C'est si bon de jouer devant les écrans. Si je veux rire, j'ai du contenu pour rire. Si je veux tuer des gens, j'ai du contenu pour tuer des gens. Si je veux faire un jeu avec des bonbons, je fais un jeu avec des bonbons. Il y a tellement de choses. C'est une sorte de super ami qui a toujours le temps pour moi. Et donc on est d'accord qu'on ne peut pas avoir le même comportement vis-à-vis des écrans selon que l'on s'adresse à un petit enfant, à un enfant de 8-9 ans et à un adolescent. Les ravages ne seront pas les mêmes. Absolument. Les petits, jusqu'à 3 ans, ils sont dans des développements très importants de leur personnalité, du symbolisme et de leur affect. Jusqu'à 3 ans, peu d'écran.
c'est pas d'écran. Il n'y a pas à avoir peur et à penser que ça va être terrible. Si on laisse, parce qu'on s'occupe d'un autre, devant la télé, un dessin animé ou un iPad, 20 minutes, une demi-heure, donc je suis à manger, c'est rien, ça, c'est pas grave. Par contre, s'il passe rapidement 1 heure devant un écran, pour un petit de 0 à 3 ans, c'est trop. Il va adorer ça, mais il va le réclamer. Et si on est un peu fatigué, fragile, ou qu'on a trop d'enfants, qu'on a trop d'occupations, on va avoir tendance à lui laisser 1, 2, 3, 4, 5. Et il va oublier comment on joue. Il va soit nous solliciter pour jouer avec nous, soit jouer avec ses écrans. Mais il ne va pas développer ses jeux personnels. Il faut que l'enfant ait du temps pour s'ennuyer, parce que c'est dans ce temps où il s'ennuie qu'il va aller chercher en lui les ressources pour s'amuser, pour imaginer, pour créer. Donc c'est important. C'est comme par exemple les mamans qui sont fusionnelles avec un enfant. On est tous parents feuges, très proches, etc., excessifs, mais fusionnelles, qui sont tout le temps en train de faire, dès que l'enfant a l'idée d'une envie, elles sont déjà en train de la combler. Eh ben, elles ne laissent pas, en pensant très bien faire, les pauvres, elles ne laissent pas cet espace d'échec nécessaire pour que l'enfant s'ennuie et pour qu'il aille lui-même chercher ce dont il a besoin. Donc, une mère excessivement proche ou un écran excessivement proche, ça va amputer l'enfant d'une part de son développement. Donc, de 0 à 3 ans, le pédopsie que je suis a tendance à dire très peu d'écran. Après, on est sur des âges où, bien sûr, tout continue à se développer, mais où ils sont capables d'encaisser cette excitation liée aux écrans, ce plaisir, et puis de supporter une frustration, si les parents sont suffisamment forts pour la porter, tout en se développant très bien. Mais alors, il y a un comportement également différent à avoir selon qu'il joue, qu'il regarde les réseaux sociaux, qu'il regarde un film, ou est-ce que ça fait aucune différence ? Non, ça fait bien sûr des différences, mais si on parle des petits, c'est-à-dire avant les réseaux sociaux, donc jouer ou dessin animé, c'est la même. Il faut avoir globalement le même comportement. On ne peut pas être en train de regarder précisément... Le contenu ne... Alors, il faut que le contenu soit lié à l'âge, c'est-à-dire que les filtres parentaux, les indications, moins de 10 ans, etc., sont très bien faites et on peut leur faire confiance. On n'a pas besoin de survérifier. Mais s'ils sont dans des contenus de leurs âges, on n'a pas besoin d'aller précisément... Mais que ce soit des jeux ou Absolument. des films, ça ne fait pas de différence. Ça ne fait pas de nette différence. On va dire que dans les jeux, il y a peut-être une excitation un peu supérieure, mais en même temps, il est un peu plus actif. Dans le film, il va être un peu plus passif. En même temps, une excitation un peu inférieure. Honnêtement, on pinaille. Un gosse qui va faire, je ne sais pas, 2 fois une demi-heure d'écran dans un jour où il a joué, où il a interagi avec des copains, interagi avec ses parents, interagi avec l'école, ou le GAN pour les plus grands de 5 ans, bon, ça ne pose pas de problème. C'est quand on va passer à des contenus plus problématiques que là, il va falloir aller faire encore un effort de plus pour les parents, qui est de filtrer ces contenus et de s'opposer au désir des enfants. Mais c'est-à-dire qu'on se prépare à une confrontation. C'est-à-dire que moi, je parle avec des parents qui ont des adolescents qui me rapportent de véritables crises qui ressemblent à une crise d'un drogué en plein sevrage. Enfin, c'est des crises d'hystérie. Il n'y a pas d'éducation sans conflit. Et je vais aller plus loin. Le professeur Gols, qui est grand pédopsychiatre français, il a une phrase, il dit « Sans rébellion, il n'y a pas d'espace pour penser ». C'est-à-dire que non seulement on ne peut pas imaginer que ça va être un calme plat, mais en plus, pour que l'enfant fasse ses dents, pour qu'il grandisse, pour qu'il sente une personne à part entière, il faut qu'à des moments il y ait des conflits. Il faut qu'il ne soit pas d'accord. Qu'est-ce que c'est embêtant d'avoir un parent qui comprend tout et qui on est toujours d'accord ? Ça a l'air très sympa, mais au final, au mieux, je serai comme lui. Et puis, je suis si peu différent que lui peut déjà tout comprendre. On a tous envie d'être un peu particulier. Donc, il faut dire aux parents, n'ayez pas peur d'entrer en conflit, c'est bon, c'est la vie. Mais la seule chose, c'est que le conflit ne doit pas être dramatique. On doit pouvoir entrer en conflit, être un peu fâché, trouver des compromis, mais il ne faut pas qu'il y ait une menace affective. C'est ça qui serait très problématique. C'est-à-dire que tu m'as abîmé, je suis profondément déçu, ou tu es quelqu'un finalement comme je ne pensais pas, voilà, ou je vais être déprimé ou te désaimer. Ce genre de chantage affectif qu'on voit quand même peu, ça c'est très néfaste. Mais si on conflit en lui-même, oui, pour répondre à votre question, il est inéluctable. Avec les enfants petits sur le temps d'exposition, et puis à partir, je vais dire, de 8-9 ans, sur aussi ce qu'ils vont voir. Mais alors, quel discours leur tenir ? Dire que c'est pas bon pour leur santé ? Ou est-ce que ça, c'est pas suffisant ? Ça convainc pas suffisamment les enfants ? Alors, il faut le dire, il faut dire tout ce qu'on pense vrai, ok, pour que ça ait du sens, qu'ils comprennent que ce qu'on leur dit ait du sens, mais il ne faut pas avoir l'illusion
que ça va suffire. Il va aussi falloir tenir bon face à leur colère et accepter qu'ils sont en colère. T'es pas d'accord avec moi, c'est comme ça à la maison, mais tu as le droit de pas être d'accord. Peut-être même que je me trompe, mais tu feras différemment plus tard quand tu seras plus grand. Mais là, je pense que c'est le mieux pour te protéger. Et après, en fonction, pas dans le moment de crise, mais dans des moments de calme, on lui explique. Pourquoi ? On lui explique que quand on joue, c'est génial. Il faut leur dire que c'est chouette, qu'on comprend que c'est chouette. Parce que souvent, on arrive et on dit « Mais c'est quoi ces trucs débiles que tu regardes, ces jeux débiles, etc. » Et donc, on commence avec ce discours, et donc on est tout de suite discrédité dans les yeux de l'enfant. C'est-à-dire tout ce qu'on va dire sur ce sujet va être pauvre en crédit à ses yeux, parce qu'il considère déjà qu'on ne comprend rien. Et il a raison, parce que si vous mettez à jouer ou à regarder, il y a plein de trucs qui sont très sympathiques. Il y a plein de trucs qui sont bien plus rigolos que ce qu'on faisait avant. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un Amstrad, on avait des jeux misérables, et avec mon frère, on pouvait passer 10 heures le samedi à jouer, bon, on faisait pas Shabbat, pardon, à jouer sur l'Amstrad à des jeux complètement nuls. Et quand je rentrais de l'école, je regardais le Club Dorothée, alors que j'étais plus en âge de le regarder, mais tout sauf travailler pendant des heures. Donc, on peut regarder des trucs complètement nuls. Et ils ne regardent pas des trucs plus nuls que ce qu'on regardait, ils regardent même des trucs qui leur plaisent un peu plus. Et les jeux sont beaucoup plus excitants et incroyablement bien faits. Pourquoi on en fait cette histoire ? Pourquoi on redoute autant l'utilisation de ces écrans ? Est-ce que vous avez vu dans l'exercice de votre profession des changements dans la personnalité des enfants depuis que vous avez commencé à exercer et depuis que les écrans prennent autant de place dans notre quotidien ? Bon, oui, bien sûr, j'ai vu beaucoup de changements et j'ai vu beaucoup de problématiques liées aux écrans. Mais si on commence en leur disant que c'est nul, on a perdu. Donc oui, c'est super. Maintenant, c'est super, mais le problème, c'est que certains contenus sont dangereux. Les réseaux sociaux, les YouTube aussi, parce que les enfants regardent n'importe quoi, des trucs pas du tout de leur âge. Donc ça peut les exciter ou les angoisser. Et puis d'autres contenus, par exemple, de choses qu'ils s'envoient, d'horreur, de trucs qui font peur, et il faut que tu le lises, parce que sinon tu vas mourir. Et les petits, ils ont très peur de ça. Donc il faut filtrer ces éléments-là, il faut leur expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Parce que j'ai en consultation parfois des enfants qui viennent pour des cauchemars récurrents, et qui finissent par me dire qu'en cachette, ils ont regardé un YouTube, ils ont regardé ils sont passés des WhatsApp, et qu'ils n'ont pas fait ce qu'on avait dit dans le WhatsApp, donc il va arriver un malheur. Donc ils sont très naïfs face à ça. Mais les rapports sociaux ont changé également. Quand des enfants se réunissent, souvent ils sont soit devant un écran ensemble, soit chacun sur son téléphone. Là aussi, il y a un véritable impact dans le développement psychique de ces enfants. Oui, et relationnel, indiscutablement. Avant, on allait se poser autour d'un café. On a souvent besoin d'un média, d'un petit cinéma, d'un artifice pour se mettre ensemble. On n'ose pas se dire « Venez, on va être ensemble et on va parler ensemble, on va être content de parler ensemble ». Alors, les ados qui passent leur temps avec les écrans, en général, ils se montrent quelque chose. Ils ne sont pas complètement coupés les uns à côté des autres. Quand on leur dit ça, pareil, ils disent « Bon, n'importe quoi, quand on est ensemble, on rigole, on se montre des trucs, tiens, regarde ce que je viens de voir, etc. » Mais est-ce que c'est satisfaisant comme explication ? Qu'est-ce qui est satisfaisant ? Est-ce qu'on accepte ces rendez-vous de copains autour d'un écran ? Bien sûr, on n'a pas le choix. Attendez, ça dépend de quel âge on parle. Jusqu'à 10 ans, on peut avoir une autorité assez forte sur les fréquentations, sur les moments qu'ils passent, où ils les passent, qu'ils y font. Après, il faut quand même accepter qu'il y a une évolution et une perte de pouvoir progressive, relative, mais réelle, sur un enfant qui devient adolescent. Le parent qui va dire à son ado de 13, 14 ou 15 ans « Je t'interdis de faire des rendez-vous avec des potes où vous êtes sur vos écrans », il va perdre le contact avec son enfant. Parce que évidemment que l'enfant a trouvé ça complètement excessif, complètement fou, il aura raison. Évidemment qu'il va voir ses copains qui vont bien, d'autres qui sont bons à l'école, qui ont des copines qui vont bien et qui font ses rendez-vous. Donc il va dire « Qu'est-ce que tu me vends comme carnage ?» Et donc il va au fur et à mesure décrédibiliser tout ce qu'on dit. Donc on est bien obligé de lâcher un peu la bride à nos adolescents. On dit aussi en psychanalyse qu'un adolescent, on le laisse la porte fermée dans sa chambre et on espère qu'avec ce qu'on lui a donné enfant, il ne va pas faire trop de bêtises. C'est-à-dire que dans cette image-là, il y a « on est là, mais on est quand même derrière la porte, mais on est là si tu as besoin ». Bien sûr, parfois, il faut essayer d'entrer, ouvrir et discuter un peu, mais c'est « qu'est-ce que je t'ai donné avant ?» qui va particulièrement compter. D'une façon générale, un jeune qui va bien, qui travaille bien à l'école, qui a des rapports sympas avec ses parents, avec ses frères,
qui n'est pas dans une difficulté sociale, qui a des copains, des copines, etc. Même s'il a quelques petites difficultés, qu'elles soient modestes. C'est rare qu'il aille vraiment vers une addiction aux écrans. Voilà, mais c'est ce que j'allais vous demander. À partir de quand on s'inquiète ? Voilà. À partir de quand on se dit, ça suffit, là, il faut que je sois radical, limite que je supprime complètement la PS4 de la maison. La PS4, ça peut se supprimer, c'est pas une affaire importante. C'est plus le téléphone qui devient important pour les adolescents. Mais l'addiction, c'est une rencontre entre un produit et un psychisme en souffrance. On a tous de l'alcool à la maison, on a tous bu de l'alcool, on n'est pas devenu alcoolique. Donc tous, ils ont des écrans, ils regardent tous les écrans, ils ne deviennent pas tous addicts. Il y a quelque chose, il faut différencier la pathologie, le vrai problème, de quelque chose qui ne nous convient pas sur le plan éducatif et de ce qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est très différent. Quand est-ce qu'on s'inquiète et qu'on considère qu'il y a un vrai problème ? Quand notre enfant se désociabilise, on le voit rester trop longtemps dans sa chambre, être moins intéressé par les copains, moins intéressé par ce qu'il aimait avant, ne plus avoir de conversation vraiment avec nous, être irritable, décrocher scolairement, être moins fort en classe. C'est-à-dire quand on voit des choses changer, s'infléchir, pas aller dans une bonne direction, ou une nervosité excessive, ou des somnolences en classe, etc. Là, ça veut dire qu'on est dans du problème, et donc il va falloir entrer avec autorité, mais aussi avec besoin de comprendre quels sont ces problèmes. Pourquoi il a été se réfugier dans les écrans. C'est pas l'écran qui est venu et qui l'a rendu malade, c'est qu'il n'était pas bien et il a rencontré un produit génial. Selon vous, c'est très important. L'écran ne rend pas malade ? Il ne peut pas être la cause de ce changement ? Il ne peut pas être la cause d'une pathologie. Il ne peut pas être la cause d'une véritable addiction. Par contre, il peut être la cause de plein de choses très pathétiques et très tristes. C'est-à-dire de ne pas être un bon élève, de ne pas être un gars curieux, d'avoir des relations un peu pauvres avec ses parents, etc. Ce n'est pas de la pathologie, mais c'est excessif. C'est comme un bonbon, ça va pas rendre diabétique. Par contre, si on me laisse manger des bonbons tout le temps, je vais être obèse, diabétique, etc. Mais quel enfant a envie d'en manger tout le temps ? Aucun. Il a envie d'en manger. C'est s'il a un problème qu'il va aller se réfugier en permanence là-dedans. D'accord ? Donc, il y a toujours ça à voir. La plupart des enfants, ils ne sont pas dans le cadre de la pathologie. La plupart des enfants, ils sont dans le cadre d'une utilisation excessive et d'un appauvrissement de leur curiosité, de leur vie scolaire et de leur vie familiale. Parce que souvent, la vie sociale, elle reste très bonne. Parce qu'effectivement, eux, ils rigolent de ce qu'ils voient, ils s'envoient des trucs, ils se vannent sur WhatsApp, et donc ils sont quand même en lien. Alors, comment on fait marche arrière ? Comment on doit se comporter avec son enfant ado ? Parce qu'on parle des ados. Est-ce que la solution de leur supprimer pendant plusieurs jours, c'est une solution ? Alors ça, c'est une punition. Pour les sevrer, en quelque sorte. Si on parle des enfants qui ont des véritables difficultés avec ça, il va falloir de toute façon être dans une contrainte d'exposition aux écrans. Retirer carrément les écrans, c'est quasi impossible, mais retirer la PlayStation, la télé, ça c'est possible et ça pose pas de problème. Mais le réel rapport addictif des ados aux écrans, c'est le téléphone. Et ça, c'est très compliqué d'enlever le téléphone parce que c'est aussi son lien social. Donc, je vois beaucoup de parents qui prennent des vieux téléphones, où il n'y a pas Internet, etc., et qui les donnent à la place. Ça, c'est une solution ? Oui, c'est une solution. C'est une solution avec laquelle l'enfant ne va pas être d'accord, avec laquelle l'ado ne va pas être d'accord. Mais si on voit un infléchissement réel, on est obligé de s'opposer à lui, on est obligé de lui faire part de notre inquiétude. Mais ça ne marchera pas si on s'arrête là. Ça ne marchera pas si on lui dit c'est des écrans le problème. Ça ne marchera pas si on ne va pas traiter ce qui est vraiment le problème. C'est-à-dire ses échecs personnels, ses échecs scolaires, ses difficultés relationnelles, les conflits larvés qu'il a avec nous. Alors, éventuellement, on va consulter ensemble si on n'arrive pas à voir de quoi il s'agit. Mais je vais retourner me cacher dans un toxique, ça va être le cannabis sinon, ou dans des écrans, si j'ai les mêmes problèmes, aux mêmes causes, les mêmes conséquences. Donc, c'est pas juste en enlevant. Si j'enlève un alcoolique de l'alcool, bon, ok, ça va être 3 mois après, il va retourner, ou il va fumer, etc. Donc, quand on est face à une addiction, on ne peut pas s'arrêter juste à la contrainte. Quand on est, pour la plupart des enfants et des adolescents, sur un rapport excessif, mais qui garde une vie sociale et une vie scolaire, etc., mais qu'on n'est pas content qu'ils lisent jamais, qu'on n'est pas content qu'on ait une relation un peu décharnée, qu'on discute vraiment plus, etc., alors oui, il faut poser des règles, mais des règles qu'on s'imposera à nous aussi, de poser les écrans. Montrer l'exemple aussi, c'est-à-dire de ne pas l'utiliser nous quand on leur demande de ne pas le faire. Exactement, de poser des règles où on retire les écrans, parce que l'écran est un écran à la relation.
aussi. Donc on va retirer l'écran pour être un peu ensemble. Souvent, ça va être un peu difficile au début. Et puis d'ailleurs, si on se met à leur faire la morale ou à leur parler d'école, ils vont vite avoir envie de mettre un écran. Alors ça soit une inertie, une passivité, soit regarder autre chose, soit faire un conflit, créer un conflit de toutes pièces pour sortir de cette discussion. Il faut aussi que nous, on ne soit pas en permanence dans une position parentale. Il faut aussi qu'on rencontre nos gosses. Je dis souvent qu'à l'adolescence, il faut qu'on prenne des temps seuls avec l'enfant. Il faut que l'ado, il rencontre son père et que le père, il rencontre l'individu qu'est l'ado, qui passe pas son temps, on va marcher ensemble, c'est pas pour que je te fasse la morale. C'est aussi pour qu'on discute de conneries, qu'on rigole, que tu me fasses rire, que je découvre des trucs de toi. Voilà. Et qu'on ait replaisir, que moi j'ai replaisir à être père et que l'ado, il ait replaisir à être avec moi. Cette base-là, si on la perd, après, c'est pas en tapant du poing, en réclamant qu'on va la recréer. Donc, il faut taper du poing sur la table, il faut poser des règles, il faut limiter les écrans, c'est impératif. Il ne faut pas croire que les ados vont se les limiter seuls, c'est vraiment un pourcentage infime. Donc, on est obligé d'entrer en conflit, il faut le savoir à l'avance. Mais il faut, pour ceux qui ont véritablement des décrochages, il faut aller soigner la cause et pas considérer que la cause, c'est l'écran. Et pour la plupart des adolescents qui n'ont pas de véritable décrochage, mais qui sont juste un peu flemmards et qui se laissent un peu aller même dans les relations, il faut restaurer du bon, du sympathique, du vivant dans la relation. Dernière question, est-ce que vous pensez que les adultes de demain qui auront été enfants face aux écrans seront différents des adultes que nous sommes aujourd'hui ? Oui, on l'est déjà un peu, je pense. On l'est déjà un peu, il y a beaucoup moins de temps pour s'ennuyer. Le professeur Gaillard à Paris, qui est un éminent psychiatre, fait tout un travail sur le burn-out cérébral. C'est-à-dire qu'il y aurait finalement trop d'infos en permanence et que le traitement ramène une fatigue cérébrale importante. Moi qui travaille avec les sportifs de haut niveau, les entraîneurs me disent qu'ils voient que c'est plus compliqué pour les sportifs de se concentrer qu'avant. C'est-à-dire que par exemple dans les causeries d'avant-match, il faut qu'elles soient courtes. Dès qu'elle est un peu longue, ils décrochent. Sur le travail tactique, quand c'est un peu long, ils décrochent. Et ils repèrent que même des champions ont des sauts de concentration beaucoup plus grands. C'est évident que l'immédiateté dans laquelle on est n'est pas que bonne. D'ailleurs, en psychologie, l'enfant, il passe par une période de latence. Okay, c'est une période où il est au calme. C'est-à-dire, c'est après 6 ans, donc la petite enfance surexcitée, rigolote, etc., c'est après 6 ans. Et jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à la puberté. Il y a une tranche comme ça où on est calme. Et grâce à ce calme, c'est là qu'on va apprendre le plus, à lire, à compter, à écrire. C'est là qu'on va exploser en termes de connaissances et d'autonomisation. Et c'est parce qu'il y a une latence, c'est parce qu'il y a un moment de calme. L'immédiateté, elle permet jamais d'aller au fond des choses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà chez les jeunes adultes aujourd'hui. Merci beaucoup, Mickaël. Sachez juste, pour finir, que l'Organisation mondiale de la santé recommande de bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et de limiter à 1 heure par jour leur usage entre 2 et 5 ans. En octobre dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a appelé à suivre l'avis du CSA visant à interdire les écrans aux moins de 3 ans, évoquant les conséquences sur le développement du cerveau, l'acquisition du langage et le niveau de concentration. Je pense que vous êtes assez d'accord avec tout ça. Je suis d'accord, jusqu'à interdiction, c'est un peu utopiste. Pourquoi j'aime pas ça, c'est pas juste comme ça pour faire le malin, c'est parce que les mamans qui ont 2, 3, 4 enfants, elles n'y arrivent pas. Ouais, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, du coup elles se culpabilisent et du coup elles ont l'impression que de toute façon elles ont mal fait. Donc on limite, moins d'une demi-heure pour les tout petits et après moins d'1 heure jusqu'à 5 ans. Et les tout ados, ira très bien. Les ados, vous avez comme ça une quantité à nous c'est suggérer. Très compliqué. C'est très compliqué. Je pense qu'à un moment donné, la télé, tout ça, on peut limiter à 1 heure, 2 heures, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est le portable. Et donc, je pense que malheureusement, on passe d'un autre côté. C'est-à-dire, c'est pas limiter l'écran, c'est imposer des temps sans. On a basculé de l'autre côté. Et là, il faut imposer des temps, c'est-à-dire un moment où il n'y a plus d'écran le soir, des repas pas d'écran et des temps familiaux ou des temps de travail loin des écrans. Merci beaucoup, Mickaël Larare. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour un prochain numéro de Check-up, c'est la semaine prochaine. Portez-vous bien.